En 1917, les dirigeants de la Société fribourgeoise de commerce et d'industrie décident de doter leur association d'un organe permanent. Ils optent alors pour la création d'une chambre de commerce non subordonnée à l'État. Organe de réflexion, de consultation, de promotion et de défense des intérêts de ses membres, la Chambre a pour mission supérieure le développement du commerce et de l'industrie dans un canton encore peu ouvert à ses activités économiques. Dès ses premières publications, elle se revendique d'un credo libéral dont elle ne se départira jamais. Mais revenons un peu en arrière. En ce temps-là, les nouvelles sont mauvaises. La guerre n'en finit pas, elle dévaste les paysages et des générations d'hommes. Elle ruine les finances et ne profite qu'aux fournisseurs des armées. Épargnée, la Suisse improvise une économie de guerre, ce qui n'empêche pas les difficultés d'approvisionnement ni l'inflation. À Fribourg, le canton est encore très agricole. Les autorités considèrent l'industrialisation comme une source d'ennui potentiel, car elle fait émerger une population ouvrière parfois revendicatrice. Signe de ce décalage, le Conseil d'État mise sur la dentelle et le tressage de la paille, alors qu'ailleurs l'industrie progresse rapidement. La Première Guerre mondiale provoque une pénurie des matières premières. Dans l'alimentaire, l'activité des usines de chocolat telles que Villars Maître Chocolatier à Fribourg ou Caillé à Braux se maintient grâce à l'effort de guerre et à la mobilisation. En Gruyère, la marque Guigaud produit des laits en poudre, tandis qu'à Gain, on fabrique du lait condensé sous la marque anglo-suisse Condensed Milk qui fait le bonheur des soldats. Rachetées pour la plupart par le groupe Nestlé, ces entreprises alimentaires garderont leur identité helvétique. Mais ces succès sont relatifs et n'allègent pas les difficultés existantes. En juin 1918, dans un de ses tout premiers rapports, la Chambre de commerce souligne « Réglementation touffue, restrictions innombrables, ordonnances et formalités compliquées, travail de bureau plus que doublé sans parler des risques à courir, ont été pour le commerçant et l'industriel des charges très lourdes qui ont rendu son travail extraordinairement pénible et difficile. Puissions-nous voir luire bientôt l'aurore de temps meilleurs qui nous ramèneront des conditions normales d'existence et le libre jeu des forces économiques. » Hélas, ces vœux ne se réalisent pas. Après la guerre, une crise économique met des centaines d'ouvriers au chômage dans le canton. Des entreprises sombres, comme la papeterie de Marly, qui avait plus de 500 ans d'activité et jusqu'à 300 ouvriers. Déjà lente auparavant, l'industrialisation est stoppée. En réaction au marasme économique, les autorités misent sur l'agriculture plutôt que l'industrie pour maintenir le canton à l'abri des soubresauts conjoncturels. Face à ce conservatisme, des secteurs et personnalités se distinguent par leur esprit d'innovation. C'est le cas de l'ingénieur et inventeur Beda Efti, dont le génie s'exportera au fil des ans. On lui doit par exemple le système de traitement des eaux des bains de la Mota. Tout comme les ski lifts de la Béra, des Paco ou de la Chia, qui contribueront au développement touristique des régions. Dans un autre registre, la Saint-Ginoise Élise Horner s'illustre en tant que première fribourgeoise à obtenir son permis pour le transport professionnel de personnes. À cette même époque, avec l'industriel Vuille et Cafag, qui vient de racheter la fabrique de cartonnage, Fribourg devient le plus grand employeur du pays dans ce domaine. Depuis son arrivée au Conseil d'État, Victor Bux, en charge des travaux publics, cherche à stimuler l'emploi et la mobilité en améliorant les infrastructures cantonales. Dans les années 20, il lance le goudronnage des routes, la construction des ponts de Pérol et de Zeringen, ainsi que le bétonnage du viaduc de Grandfay. Ces projets publics permettent à des entreprises comme la maison Vinclair à Marly, JPF au Paquier ou Maurice Beau et Fils à Albeuf de se développer, et à d'autres de voir le jour comme Papo Favorol à Trévaux ou Grisoni à Bulle. Cependant, d'une manière générale, l'entre-deux-guerres reste une période d'incertitude politique et économique. La spéculation boursière effrénée et des monnaies nationales fragiles ont conduit au crash de 1929, déclenchant une récession mondiale. L'économie réelle souffre et l'absence de perspective pousse les campagnards à venir en ville. Les emplois y sont pourtant rares et certaines usines cessent leur activité. Même la chocolaterie Caillé, qui a fusionné avec Nestlé en 1928, échappe de peu à la fermeture 4 ans plus tard. Pour occuper les chômeurs, le canton lance des chantiers publics, dont la construction de l'université de Miséricorde. Il encourage la consommation de produits régionaux avec l'organisation dès 1930 de la Foire de Fribourg. Du côté privé, des entreprises parviennent pourtant à se développer, mais sans compenser les pertes d'emplois du secteur secondaire.
Les entreprises électriques fribourgeoises, aujourd'hui connues sous le nom de Groupe E, montent en puissance et participent à la création d'entreprises telles que Sadem à Courtepin, qui fabrique des pierres fines pour l'horlogerie, ou Electrovert à Romont. La croissance des EF et l'augmentation de la consommation électrique conduisent à l'édification du barrage de Recense. Des entreprises émergent dans l'agroalimentaire comme la fabrique de pain croustillant à Mora, connue pour ses fameux Zwieback. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la viande est rationnée, l'entreprise Dina à Fribourg crée le Parfait, une crème à tartiner à base de levure de bière cardinale et de graisse végétale. Le second conflit mondial prend fin et l'après-guerre se passe mieux que le premier. En Occident commence une sorte d'âge d'or économique que l'on appellera par la suite les 30 Glorieuses. En raison d'un contexte régional peu attrayant, l'économie fribourgeoise reste plombée par un manque d'investissement et d'initiative. Mais les années 50 marquent un tournant et les choses commencent à bouger. Désormais, le secteur secondaire rattrape en effectif le secteur primaire, alors que le tertiaire en occupe encore moins d'un tiers. Une timide industrialisation reprend dans l'alimentaire, le bâtiment et en particulier le bois. Micarna à Courtepin et Elsa, sous le nom de Conserve Estavayer, sortent de terre. La construction des voies de communication se poursuit avec le pont du Gotteron et le barrage de Schiffnon, réalisé par l'ingénieur Henri Gicot. Plusieurs entreprises ouvrent et se développent dans la plaine bulloise et dans l'Intiamont, à l'exemple d'Henri Beau Cuisine à Albeuve ou d'Ecosa à Villars-Soumont. Une autre branche se développe bien depuis la fin des années 40, la métallurgie. La fonderie de Fribourg fait partie de cette évolution, tout comme Frévit, créé par Frédéric Wittwer. C'est à ce moment également, en 1952, que le Saint-Ginois Adolphe Merclé reprend Vibromaître. L'essor économique du canton est accéléré par la politique industrielle du conseiller d'État Paul Torche à la tête de la direction de l'économie. Sous son impulsion, l'image de canton agricole qui collait à la peau de Fribourg s'estompe. La saturation progressive des centres industriels suisses et une fiscalité plus attractive permettent à Fribourg d'accueillir de nouvelles compagnies, à la recherche de terrain et d'une main-d'œuvre meilleur marché. Après son demi-siècle d'existence, la Chambre de commerce peut se réjouir. Premier indicateur d'une ère nouvelle, l'évolution démographique. Après des décennies d'émigration, le canton est désormais capable de garder sa main-d'œuvre et même d'en attirer. Fribourg est devenu un canton industriel. L'agriculture occupe encore 18% de la population active, mais elle est dépassée par le secteur secondaire. À côté des activités traditionnelles que sont l'alimentaire, le bois et la métallurgie, la chimie fait son apparition, ainsi que d'autres technologies jusque-là peu présentes. En 1962, Polytype voit le jour, en même temps que Sibagegi s'installe sur le site de l'ancienne papeterie de Marly. L'entreprise aura un effet catalyseur sur la démographie communale. Pour rattraper son retard économique et industriel, le canton a développé au fil du temps de meilleures voies de communication. Directeur des travaux publics dès 1976, le conseiller d'État Ferdinand Masset œuvre à l'agrandissement du réseau routier cantonal. 2 ans après la construction du viaduc de la Gruyère, l'autoroute A12 arrive à Bulle, dopant l'économie locale. Sota et Progin Métal s'installent et s'associeront 20 ans plus tard avec CMA et René Morand et Fils pour donner naissance à l'école du métal. Entre la fin des années 60 et des années 80, Cartier et son centre de production Usiflamme s'installent à Villars-sur-Glâne, rejoignant Crémaux, arrivé en 1966. À Romont s'implante Tetra Pak et à Fribourg, la Banque de l'État, aujourd'hui BCF, étend ses activités et emménage à proximité de la gare. Cette phase de progression économique et démographique se poursuit jusqu'au début des années 90 qui marque le retour des vieux démons. Les taux hypothécaires ne cessent de monter, tout comme le chômage qui dépasse bientôt les 5 puis les 6%. Plusieurs entreprises qui jouaient un rôle important dans l'imaginaire collectif fribourgeois ferment leurs portes. L'annonce par le groupe Fedschlossen de la fermeture de la brasserie Cardinal en 1996 est celle de trop. Près de 10 000 personnes descendent dans les rues de Fribourg. Ils n'obtiendront qu'un sursis, l'entreprise vivant ses dernières heures après plus de 2 siècles d'histoire. Cette dernière décennie est éprouvante pour toute une partie de l'industrie locale, à l'image de Vibromaître qui passe en main étrangère.
La fermeture du site de Ciba et d'Ilford à Marly soulève moins d'émotions et de colère populaire. C'est pourtant un coup dur porté à l'économie et à la recherche scientifique fribourgeoise. Cependant, avec le recul, on peut dire que le canton connaît une nouvelle mutation. Le secteur secondaire en réalité se renouvelle et des enseignes continuent à germer dans le paysage industriel cantonal, telles que Libert à Bulle ou Michelin à Givisiez. Finalement, au milieu des années 90, le chômage amorce une décrue et les taux hypothécaires font de même. Le canton aborde le 3e millénaire dans des conditions qui s'améliorent doucement. Cette période est marquée par des investissements notamment dans l'alimentaire et la métallurgie. De nouveaux sites de production, tout aussi importants que les anciens, apparaissent, mais ils sont désormais spécialisés dans des technologies de pointe. Le groupe UCB est le symbole de cette mutation du paysage industriel cantonal. Après 20 ans d'existence et des investissements en hauteur de près de 500 millions de francs, le site de Bulle fait aujourd'hui partie des fleurons économiques du canton, jouant un rôle pionnier dans le domaine de la santé et des biotechnologies. L'histoire économique du canton est riche en rebondissements et en expériences. À chaque moment de son évolution, Fribourg a pu compter sur des figures visionnaires et talentueuses. De Jo Siffert à Jean Tinguely, de Yoki à Patrick Ebicher, d'Adolphe Merclé à Erhard Loretan, les Fribourgeoises et Fribourgeois ont de quoi s'inspirer pour innover. De la fermeture de sites industriels importants naissent désormais le Marly Innovation Center, le Vivier et le quartier d'innovation de Blue Factory. Plus que de simples reconversions, ces projets illustrent la capacité de résilience d'un canton face aux crises et sa volonté constante de se réinventer.